portable. Une émission proposée par Hype FM. Créée en France au lendemain de l'arrivée des rescapés du génocide, l'Union médicale arménienne de France, l'UMAF, intervient depuis plus de 20 ans en Arménie. Et depuis 1988 et le tremblement de terre qui a ravagé le nord du pays, l'action humanitaire d'urgence a cédé le pas à des programmes au long cours consacrés en particulier, mais pas seulement, aux soins dentaires et ophtalmologiques. Pour dresser le bilan de l'année écoulée et présenter les projets à venir, nous recevons ce matin des membres de l'UMAF. En studio avec nous, le docteur Michel Chaignan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président actuel de l'UMAF Paris, précisons-le, car vous avez différentes branches. Et également avec nous, les docteurs Georges Aboulian et Léon Artignan. Messieurs, bonjour. 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 Alors, merci d'être avec nous ce matin pour dresser le bilan de l'année 2016, mais on va évidemment déborder puisque certaines des actions dont vous allez nous parler n'ont pas été lancées l'an dernier, elles ont été initiées il y a plus longtemps que ça, elles continueront. Et pour commencer, de façon un peu symbolique, je dirais, on va parler du dispensaire qui est installé à Spidag. Pourquoi de façon symbolique? Parce que Spidag, c'est l'épicentre du tremblement de terre de 1988. Et c'est là qu'a été donc installé ce dispensaire pédiatrique, médico-dentaire. Donc là, avec ce nom, on résume un petit peu le champ d'action de l'UMAF. Docteur Chaignan. Oui, dans les années, un tout petit peu avant les années 2000, on avait décidé, sous la présidence du docteur Kazanjian, de créer, en relation avec l'association Espoir pour l'Arménie, un dispensaire médical et dentaire pédiatrique. Le projet a pris forme donc dans les années 2000, a été inauguré par le docteur Jacques Balian et depuis maintenant un peu plus de 15 ans, ce dispensaire voit dans l'année entre 3 et 4 000 enfants. Aussi bien donc au niveau dentaire où nous avons 2 dentistes qui travaillent à chacune à mi-temps et depuis cette année un seul médecin, on avait 2 médecins, mais maintenant on a un médecin qui travaille à plein temps et donc qui reçoivent des enfants. Le dispensaire est ouvert toute la journée, le dispensaire est gratuit, donc réservé aux enfants. Ce dispensaire, on l'a restauré il y a maintenant 3 ans. On a donc toujours, avec Espoir pour l'Arménie, il y a eu des travaux de réfection qui ont été faits. Il y a 2 ans et l'an dernier, nous avons également refait tout le cabinet dentaire en apportant du matériel neuf, en équipant au niveau informatique. Les docteurs Boyadjian, Emmanuel et Arthur Boyadjian sont partis plusieurs fois restaurer complètement ce cabinet dentaire. Et nous avons maintenant un cabinet dentaire qui est tout à fait aux normes européennes et françaises et qui permet de voir régulièrement des enfants, faire de la détection, faire des soins de façon moderne. Alors donc là, on est vraiment dans un exemple de transfert de compétences, c'est-à-dire que vous êtes allé sur place, vous avez évalué les besoins, vous avez apporté ce qu'il fallait et ensuite vous repartez, vous laissez les acteurs locaux prendre le relais. Depuis des années, nous avons décidé, il y avait une urgence après le tremblement de terre, on faisait de la médecine d'urgence, maintenant on fait plus de la médecine d'urgence. On avait décidé de former des gens qui ont été formés par nous, on a choisi nous-mêmes nos dentistes, et donc ces gens-là travaillent de façon régulière. L'UMAF intervient de façon aussi régulière, plusieurs fois dans l'année, où on va leur apporter nos compétences, on leur apprend certaines choses, donc on les a informatisés, ce qui n'était pas jusqu'à présent. Et ces dentistes, ces médecins sont rémunérés par l'UMAF de façon tout à fait régulière. D'accord, donc en fait ce sont vos salariés en quelque sorte. Ce sont nos salariés, locaux. Ce sont nos salariés locaux. Alors Georges Aboulian, vous êtes chirurgien dentaire, donc c'est votre domaine là directement de compétences. Comment ça se passe au niveau de la formation en Arménie dans ce domaine? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'ils ont besoin de venir se former, se spécialiser en France, ou ils avaient juste besoin justement d'un lieu pour pouvoir exercer correctement, vos confrères? C'est un ensemble de choses. D'une part, la formation est vraiment très différente par rapport à celle qu'on a en France.
Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis autant pour le dispensaire de spectacle que pour le bus, on a mis au point des protocoles, si vous voulez, de soins qui ont été faits ici par des universitaires et qui correspondent à ce qui est adopté, si vous voulez, aux critères de soins. Et on essaye, si vous voulez, de faire qu'ils les respectent au mieux. Mais est-ce que on y va régulièrement, donc pour les aider, si vous voulez, pour les former. Mais pourquoi justement avoir choisi cet axe du dentaire? Alors je pense qu'on appelle ça aussi la dentisterie, non, si je me trompe. C'était un besoin plus important. À Spitac, on a deux choses. On a un cabinet dentaire et un cabinet médical. Donc on fait deux choses. Notre axe était surtout au départ il y avait les enfants, c'était les enfants orphelins. On s'est un peu basé dessus au départ. Ça a débordé maintenant puisqu'il y a quand même moins d'orphelins. Mais donc on s'était axé sur les enfants. On voulait faire de la pédiatrie. On voulait, pendant des années, on a travaillé sur la capitale. On voulait aussi un peu s'éloigner de la capitale et travailler dans les campagnes où il y avait une demande un peu plus importante. Et on s'est rendu compte en allant dans les campagnes qu'il y avait une demande importante de soins à tous les niveaux, soins dentaires où on fait, où quand on voit les dents des enfants en Arménie, il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on s'est axé dessus. Et bon, Georges tout à l'heure parlera du bus dentaire qui va dans les petites, voilà. Là aussi. Mais justement, l'hygiène bucco-dentaire, on en entend beaucoup parler. Également en France, où a priori les gens ont accès aux soins facilement, c'est un problème de santé publique. L'hygiène bucco-dentaire, il faut éduquer dès le plus jeune âge. C'est un peu délaissé, c'est mis de côté. On voit que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens délaissent en premier peut-être le poste de soins dentaires. Est-ce que vous avez aussi constaté que c'était une priorité dans ce sens-là? On essaye de mettre au point maintenant tout un programme de motivation et de formation à l'hygiène bucco-dentaire. On utilise d'ailleurs des supports vidéo qui nous ont été qu'on a copiés sur l'UFSBD, c'est l'Union française pour la santé bucco-dentaire, des petites vidéos qui ont été traduites en arménien et que l'on présente. On en parlera tout à l'heure à propos du bus et puis peut-être plus en détail, c'est que lorsque les dentistes vont dans les écoles pour faire du dépistage, on leur présente en même temps ces petits films qui permettent aux enfants de voir d'avoir des notions d'hygiène, de diététique. Mais il est bien entendu que ces campagnes-là doivent aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait nous, parce qu'il faut que ce soit fait à l'échelle nationale, si vous voulez. Il faudrait des campagnes à la télévision, il faudrait des campagnes nationales, et là c'est un autre domaine qui nous dépasse un petit peu, si vous voulez. Oui. Ouais. On fournit de façon régulière aussi du matériel, des brosses à dents, du dentifrice, pour que les enfants, une fois qu'ils sortent du cabinet dentaire, puissent continuer les soins. Il faire de la prévention. Il y a une prévention, moi je suis pas dentiste, mais les dentistes vous diront, il y a une prévention des caries qui est faite avec Saint-Georges, il peut vous en parler un petit peu plus. Oui, mais alors, cette prévention, justement, on en parlait tout à l'heure avec Léon, cette prévention des caries, comme par exemple avec des scellements de sillon avant que les dents ne soient cariées. Actuellement, on est dans un tel état bucco-dentaire que les enfants qui viennent, il faut les soigner. Il faut les soigner parce qu'on a des bouches, on a des bouches, si vous voulez. Bon, je peux pas vous les montrer là puisqu'on est à la radio, mais j'ai pris des photos en novembre lorsque j'étais là-bas vous verriez les bouches d'enfants où presque toutes les dents sont cariées. Il faut quand même préciser, plus au stade de la prévention, malheureusement. Comme tu nous as expliqué, comme nous-mêmes on l'a constaté, en Arménie, ils arrachent plus facilement qu'ils ne traitent. Donc on en est vraiment au début encore. 20-30 ans après, on en est encore au début. Donc on est à quelle époque par rapport à la France? C'est quel fonctionnement? Parce que arracher une dent, quand on peut pas la traiter, c'est pas vieux non plus en France. C'est quoi? Il y a 50 ans de retard par rapport à ici? Ben oui. Moi, je dirais 50 ans au niveau de l'hygiène, oui. Et puis la diététique aussi. La diététique, qui c'est avec l'indépendance. Maintenant, on trouve de tout dans les magasins en Arménie, et les enfants, ils se précipitent sur toutes les sucreries. Et comme on a des enfants, on commence à avoir pas mal d'enfants obèses en Arménie. On a aussi des enfants avec des dents avec beaucoup de caries. Alors, on va évidemment parler du bus dentaire, mais là, vous avez ouvert une parenthèse qui est intéressante, Georges
Georges Aboulian, c'est il faudrait qu'il y ait des campagnes qui soient menées au niveau national. Vous disiez, et donc qu'il y ait une politique de santé aussi. Alors 5 fruits et légumes par jour, on entend ça en France. Est-ce que vous intervenez aussi, est-ce que vous êtes en contact aussi avec les décideurs pour sensibiliser à ces questions de prévention, d'hygiène, de santé pour les enfants? Là, c'est beaucoup plus difficile, lors de mon dernier voyage, ça devait être au mois d'août en Arménie, puis j'étais allé aussi au mois de mai. J'avais vu un petit peu à Spitak pour essayer de faire de la prévention dans les écoles, faire des passages dans les écoles, faire venir les gens des écoles. Et là, on s'est un peu bloqué avec les gens sur place parce que en dehors de notre cabinet qui est gratuit, il y a des cabinets dentaires. Donc on peut pas aussi aller à l'encontre des dentistes des campagnes ou des dentistes des villes. Donc nous on fait notre travail d'un côté, mais c'est vrai qu'il y aura un travail beaucoup plus important. On avait dit il faudrait qu'on aille pratiquement dans toutes les écoles apprendre à faire des soins et mais là ça commence un peu plus difficile. Mais informer sur les dangers informer sur les dangers, sur le sucre, l'obésité. Informer sur les dangers, c'est un travail il faut vraiment être sur place tout le temps. Et c'est vrai que c'est plus le travail malheureusement des autorités que nous qui sommes là pas tout le temps. Et puis, il est bien entendu, si vous voulez, que le fait d'aller dans les écoles, d'enseigner aux enfants, c'est bien, mais il faut aussi enseigner aux parents. Parce que si ce sont les parents qui achètent les bonbons, c'est les parents qui offrent les bonbons et qui achètent aussi les brosses à dents. Donc c'est un ensemble de choses. C'est pourquoi je parlais plus d'une campagne générale, mais ça c'est beaucoup plus délicat à mener. On se rend pas toujours compte. Quand on va à Yerevan, on voit dans les magasins, il y a des brosses à dents partout, on peut tout acheter. Dans les campagnes, c'est complètement différent. Et c'est vrai que les enfants, au début, je disais, mais on leur amène des brosses à dents. Effectivement, on se rend compte que les brosses à dents, ça coûte très cher. Pour eux, ceux qui ont des tout petits budgets, donc leur apporter des brosses à dents, dentifrice coûte cher. Donc leur apporter des brosses à dents, du dentifrice, Georges, il vous en parlera, quand on sort, quand ils vont avec le bus dentaire dans les petites campagnes, c'est des petits villages, où il y a pratiquement rien. Quand l'enfant sort avec sa brosse à dents, son dentifrice, qu'on renouvelle régulièrement, c'est quand même un grand apport. Alors pourtant, Dr Artignan, les soins dentaires, c'est primordial. On le sait depuis peu aussi, en France, que à la base, une infection dentaire peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Enfin, ça peut avoir des conséquences très très graves. On pourrait pas anticiper, gagner un peu de temps en Arménie avec l'expérience et le fruit de l'expérience ici pour leur dire soignez vos dents, c'est important, ça évitera de tomber malade. C'est ce qu'on appelle la santé publique, mais bon, c'est un domaine qui est pas très très exploité actuellement, je crois, en Arménie. Mais bon, nous, je crois qu'il faut faire à notre échelle ce qu'on est capable de faire déjà, et je pense que c'est beaucoup parce que ça fait combien de temps que tu travailles là-bas? Ça doit faire 17-18 ans. Et la prévention, nous, on a mis plus l'accent dessus il y a 20 ans. Donc petit à petit, on ensemence quelque chose. Moi, c'est ce que je dis. Donc les parents commencent à prendre conscience de l'importance. Les parents qui sont eux-mêmes édentés ou alors qui ont eu beaucoup de difficultés à se faire soigner commencent à comprendre l'importance d'agir très tôt. Voilà, je pense qu'à notre échelle, c'est une action qui est quand même sur le long terme, qui est efficace. On peut pas voir les résultats de la prévention. Des petites graines semées un peu partout. Alors justement, pour en semer le plus possible, c'est des petites graines, il y a ce bus dentaire que vous avez acheté, équipé, mis sur le terrain pour se rendre auprès de ceux qui n'ont pas accès à des centres comme dans la capitale, vous le disiez. Oui, docteur Artignan. Alors oui, il faut bien préciser quelque chose, c'est que l'Arménie n'est pas un grand pays, alors on peut se dire les gens peuvent aller à Vanadzor, à Spidag, à Yerevan facilement. La vérité, c'est que les transports sont très compliqués. Donc ça c'est pour ça que vous avez mis en place. C'est un préalable qu'il faut dire, c'est qu'il y a des villages qui sont à 30 km par exemple, de Vanadzor, qu'on avait été voir, un des premiers villages où on a travaillé, et qui sont loin de Vanadzor parce qu'il faut plus d'une heure. Il faut plus d'une heure et puis aussi pour emmener des enfants, toute une famille, c'est compliqué. Donc vous avez apporté le soin à domicile entre guillemets avec ce bus. Alors j'imagine pour vous, docteur Aboulian, c'est une immense satisfaction. Ah oui, tout à fait. Ce bus, il a été monté avec Vikander Sarkissian qui est maintenant malheureusement décédé, et on a ensemble eu cette idée de monter le bus et c'était sous la présidence d'Édouard Bratian, oui. Et il a fallu 2 ans de préparation.
Il a fallu 2 ans de préparation, et puis on a décidé de prendre une région qui était un petit peu à l'écart, donc dans le Lori, qui est au nord de l'Arménie, parce que c'est un peu plus loin, comme le disait Léon à l'instant. 30 km, c'est pas loin, mais en pleine montagne, ça peut être très compliqué, surtout en hiver. Et donc le bus, si vous voulez, lorsqu'il arrive, il n'est pas continuellement en mouvement. Il va dans des villages un peu plus importants, des petits bourgs. Oui, parce que c'est pas plus gros qu'un petit bourg, c'est vraiment tout petit par rapport à notre échelle. Et on est, si vous voulez, le bus est mis près soit de la mairie, soit de l'école, pour profiter de l'eau et de l'électricité que la municipalité nous fournit gracieusement. Malgré que le bus puisse être tout à fait autonome, c'est ce qui était prévu au départ, avec un groupe électrogène, avec une réserve d'eau. Mais les maires nous ont proposé de nous fournir tout ça, et c'est eux d'ailleurs qui nous demandent dans leur village, parce que c'est un gros plus pour la population. Donc vous restez sur place. Le bus se transforme en dispensaire fixe pendant quelques temps. Voilà, pendant plusieurs mois. Alors, lorsque le bus arrive sur place, le dentiste. Alors, dans le bus, il y a un dentiste et une assistante, qui sont également salariés par l'UMAF, qui sont des dentistes. Là, actuellement, c'est un dentiste qui habite Vanadzor, et il fait le trajet tous les jours entre Vanadzor et le bus dentaire. Et lorsque le bus vient dans un village, il commence par faire le tour des petits villages autour, le tour des écoles, pour faire du dépistage et pour faire justement de la prévention, pour montrer aux enfants comment faire pour entretenir ses dents, et avec aussi quelques conseils d'hygiène. Et ensuite, les enfants viennent eux-mêmes dans le bus pour se faire soigner. On leur signale bien sûr les problèmes, et avec l'autorisation des parents, ils ont le choix d'amener les enfants ou non, mais voilà. Ça fait 2 ans, 3 ans que ce bus... Non, le bus a été inauguré en 2011. Oui. Le 11 novembre 2011. On a la 6e année du bus. Alors, combien d'enfants vous avez pu compter le nombre d'enfants, de personnes? Alors, non, pas que des enfants. Là, on est hors champ pédiatrique, c'est que des enfants toujours. D'accord. Oui, on soigne que des enfants, mais il y a des exceptions. On soigne aussi les femmes enceintes, et on soigne les personnes âgées au-delà de 60 ans. Et les situations d'urgence, on va les prendre, bien sûr. Tout est gratuit. D'ailleurs, c'est inscrit dans le bus. Il y a une petite affiche comme quoi tous les soins sont gratuits. Et il y a eu actuellement 2200 enfants qui ont été vus, et 1700 qui ont été soignés. Alors, voilà. Vous dites tout est gratuit, donc on imagine qu'il doit y avoir une cohorte de patients qui attendent devant la porte du bus, ou... Des enfants, non, ils prennent rendez-vous, ils viennent, et... Mais vous arrivez à répondre à toute la demande? Ah, tout à fait, oui. Vous savez, ce sont des petits villages dans lesquels je peux vous donner des chiffres. On voit... Oui, en même temps, c'est vrai que la population de l'Arménie... Il y a 150, 200, 300 enfants dans les villages. Oui, c'est vrai, on ne va pas comparer. Mais c'est vrai que lorsque sur 28 ans, il y en a 15 qui sont carriers, ça fait aussi beaucoup de travail. Donc il est obligé de rester un certain temps. Ouais, c'est vraiment des petits villages. Moi, le premier village que j'ai visité, on a mis un temps fou à le trouver, on le trouvait pas d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que ce sont des petits villages. On a reçu ces derniers temps des petits mots des maires des villages qui nous remercient, qui nous envoient vraiment des mots sympathiques. Moi, j'ai croisé le maire d'un village dont les noms j'ai pas retenu cet été. Dis-moi, le dernier où on était au mois d'août, c'était... Alors je vous pose cette question sur le nombre de consultations et d'enfants que vous recevez, parce que si vous êtes victime de votre succès, on imagine que vous pensez peut-être à équiper un second bus, un second dispensaire mobile. Ou pour l'instant, ça va, ça répond aux besoins. Pour l'instant, ça répond aux besoins du nord de l'Arménie. Si on voulait faire le nord, c'est beaucoup. Le nord, c'est beaucoup. Du nord, d'une partie du nord de l'Arménie, de la région du Lori. Toute petite région. Toute petite région. Parce que nos auditeurs se rendent bien compte que c'est un peu la clé, la solution, ces dispensaires mobiles qui vont de village en village pour rendre l'accès aux soins facile. Alors on se dit, mais alors pourquoi pas aussi un village dans la région, un bus dans la région de Médri. Après, c'est une question de justement, finance. Ça peut motiver nos auditeurs à soutenir les actions du MAF. C'est pour ça. C'est une question de finance, parce que Georges, il pourra vous en parler, de savoir à combien nous est revenu le bus dentaire. Combien ça coûte un bus dentaire? Le bus dentaire.
Bon, en gros, ça a coûté 100 000 euros. Pour le bus a été complètement fabriqué en Arménie. On avait pris ce choix pour faire tourner en même temps les industriels arméniens. C'était fait à Erevan par la société Meditech et tout confondu, on est arrivé à 100 000 euros. Et donc, il faut de l'argent pour ce bus. Et les frais de fonctionnement, parce que tout le monde est salarié, on tourne à peu près autour de 22 000 euros par an. En frais de fonctionnement, c'est pas énorme, mais si vous voulez, il y a le fait de s'en occuper déjà, parce qu'on va régulièrement sur place. Il faut, même si on est tous de très bonne volonté et on y passe du temps, ça prend quand même, bien sûr, si vous du voulez, temps pour tout le monde, prend du temps, de l'énergie. Et puis tu peux ajouter, Dr Artignan, oui. On peut ajouter quand même qu'il y a le problème de mettre un dentiste local, formé à nos techniques. Donc il faut déjà le recruter, ce qui est jamais une mince affaire. Et puis très souvent, ce sont des jeunes qui, au bout d'1 an, 2 ans, ont envie d'aller s'installer eux-mêmes dans des villes quand ils partent pas. Voilà, oui, mais ça peut aussi donner des idées de débouchés pour de jeunes étudiants qui pourront travailler en Arménie et rester donc ils ont dans la leur chance pays. d'avoir dans le bus, surtout dans le bus d'ailleurs, d'avoir un matériel qui est très performant, qui est vraiment à la pointe de ce qu'on fait actuellement sur le plan dentaire, au niveau du matériel au fauteuil. Donc ça peut être pour eux, c'est vrai que c'est un plus. Mais le premier praticien qu'on a eu, qui est resté pendant 2 ans, est parti ensuite pour aller à Saint-Pétersbourg, je crois. Oui. Comment s'appelait-il? Donc il est parti. Il est parti. Il est parti, Artyom, voilà. Artyom est parti, et le praticien qui est là actuellement est là depuis juin 2013 ou juillet 2013. Donc ça fait quand même 4 ans, et on va le recevoir ici d'ailleurs prochainement. On le reçoit prochainement si on arrive à avoir le visa. Voilà. Mais alors ces médecins, ces dentistes que vous formez, auxquels vous donnez ces outils qui n'existent pas peut-être dans tout le pays, qui ensuite s'en vont, on a l'impression d'avoir un peu contribué à ce départ, puisqu'on donne accès à une technique, à un savoir-faire qui permet d'aller travailler ailleurs. Ça doit être difficile pour vous. On leur rend service aussi, mais bon, on arrive toujours à trouver. Il y a toujours des gens qui veulent travailler pour nous, parce que il faut toujours se mettre dans le contexte. C'est pas Yerevan, c'est la campagne. Un dentiste à la campagne ne gagne pas énormément, loin de là. Il s'installe pas. Il peut pas s'installer. Le matériel coûte cher. Là, on en a pour 100 000 euros. On disait pour Spitac, on a changé tout le matériel. Il y a 1 an, on en a eu entre 10 et 15 000 euros pour changer tout le matériel. Un dentiste, jeune dentiste, il a pas les moyens de se payer ça. Bien sûr, vous lui donnez le matériel. On lui donne le matériel. Le cadre. On lui donne le cadre, le matériel. Et la patientèle. La patientèle, tous les produits de meilleure qualité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a aussi un exercice relativement restreint, parce qu'il fait pas de prothèse, il va faire que des soins, enfin c'est essentiellement des dartrages, des soins de carie, des extractions. Ça va pas très loin dans l'exercice, donc on comprend qu'un praticien ait envie ensuite de faire autre chose. Et de faire évoluer sa pratique. Voilà, c'est ça. C'est pas le vrai problème. Oui. Le problème, nous, c'est de rendre service parce qu'on est sur le terrain de la pédiatrie, de l'envie d'aider. Donc si on commence à effectivement penser en termes de profit, on sort de votre champ d'action. Oui. Puis on recrute des gens qui sont motivés, qui ont envie de travailler avec nous. Bon, c'est vrai que si au bout de 3-4 ans ils s'en vont, c'est normal. Vous trouvez d'autres personnes et de pour toute les façon, remplacer. ils seront formés et ils soigneront mieux que s'ils n'étaient pas venus chez nous. On est d'accord. Alors, ce soin dentaire, ces soins dentaires, on l'a vu, c'est la priorité, c'est un des grands volets de l'action de l'UMAF. Donc, il y a ce centre médico-dentaire pédiatrique à Spidag. Là, vous travaillez avec Espoir pour l'Arménie. Donc, il y a ce bus dentaire là où vous êtes autonome. Là, c'est l'UMAF qui gère entièrement ce bus dentaire. Et vous intervenez également dans un centre à Zalgazol. On intervient à Zalgazol depuis. Ça avait été décidé avec l'ancien président Georges Mosditchian.
On avait eu des contacts avec quelqu'un qui est extraordinaire en Arménie, qui est Sora Rousiag, qui s'occupe d'un orphelinat à Goumri, et qu'il était à un centre de vacances à Zalgazol, où elle reçoit des enfants orphelins, des enfants malheureux, mais bon, défavorisés. Et on a décidé, il y a 3 ans, de participer avec elle à ce centre. Le premier médecin qui est parti, dentiste, c'est le docteur Altounian. Après, docteur Boyadjian. Et depuis maintenant 3 ans, on a des équipes qui se relaient sur Zalgazol. Des dentistes non arméniens aussi qui sont. Il y a des dentistes non arméniens, des amis de Georges qui étaient partis la première année. Mais là, c'est pendant la période de l'été, c'est ça, pendant les juillet, août. D'accord. On essaie de couvrir, c'est durant fin juin. Excuse-moi, oui, le centre est ouvert, accueille des enfants du 15 juin au 15 août. Comme une colonie, quoi. Voilà. D'accord, après le 15 août, ce sont des personnes âgées qui viennent dans le centre. D'accord. Aussi. Voilà. Alors, pour nos auditeurs, rappelez que Zalgazol, c'est la station de ski, c'est la station de ski d'Arménie, à la mode, enfin, la plus équipée, si ce n'est la seule. Il y a des beaux hôtels, il y a beaucoup de belles choses. Et donc, mais il y a ce centre, cette colonie de vacances qui est tenue par donc Sora Rousiag, et nous on intervient. Cette année, on a installé avec les dons de Sora Rousiag, on a installé un 2e cabinet dentaire. On a envoyé pendant pratiquement 3 semaines au mois de juillet le docteur Kibarian. Ensuite, le docteur Kazandjian, Vaïe Kazandjian est parti aussi avec une dentiste française, ils sont allés travailler là-bas pendant une semaine. Et enfin, le docteur Boyadjian et sa femme sont partis aussi pendant une semaine. Voilà. Georges me donne un petit papier pour Zalgazol. Alors là, il y a un petit blanc parce que Dr Chahignan est en train de découvrir le papier que vient de lui tendre Dr Aboulian. Celle qui est partie avec Vaïe Kazandjian, elle s'appelle Cécile Sevestre, elle a été spécialisée en pédiatrie, donc c'était très important. Ils repartent cette année, on est en train de refaire le programme. Moi, j'ai eu Gérard Altounian au téléphone, donc le programme va se refaire cette année. On a des mots de Madame de Sora Rousiag, de remerciements. Et là, alors, les enfants qui arrivent, ces enfants défavorisés, il faut voir, moi je les ai vus cet été, il faut voir les bouches des enfants. On fait un travail énorme. Alors, on voit pas énormément d'enfants parce qu'il faut aller pratiquement en 1 semaine ou 15 jours soigner une bouche de A à Z. Et donc, il les revoit chaque année, et on travaille donc à Zalgazol. Alors, juste pour resituer un peu Sora Rousiag, parce que vous la connaissez, vous en parlez effectivement comme ça, sans préciser. Elle est fondatrice aussi d'un couvent en Arménie, les Sœurs de l'Immaculée Conception. Voilà, c'est le couvent qui est à Goumri, c'est ça. C'est à Goumri, où il y a un orphelinat, un orphelinat à Goumri, parce qu'elle n'est pas seule. On a l'impression qu'elle a des scènes à elle toute seule. Il y a une école à Goumri. C'est une œuvre catholique, l'œuvre des chrétiens d'Orient qui dépend. Voilà. Elle a une école à Goumri où elle forme du monde. D'ailleurs, une école d'apprentissage. Une école d'apprentissage. Au niveau de la formation, les derniers dentistes qui sont partis à Zalgazol ont eu l'occasion de travailler avec une jeune dentiste qui s'appelle Anaïd Vartanian, qui a été formée sur place. Donc on la forme. Elle va venir aussi normalement, pareil, si on a les visas d'ici 1 mois. Et c'est quelqu'un dont on va avoir besoin dans les années qui viennent. Elle apprend beaucoup au contact des dentistes qui vont travailler sur place. Emmanuel Boyadjian l'a fait beaucoup travailler au mois d'août. Alors là, vous disiez, il y a même des dentistes non arméniens qui sont partis à ce centre de vacances. C'est vrai que là, c'est concret. Je veux dire, on visualise bien. Donc là, c'est des missions comme on peut en avoir l'habitude. On prend 15 jours de vacances, on part 15 jours au centre de vacances. Ça veut dire que parmi nos auditeurs, ceux qui souhaiteraient vous rejoindre pour faire une mission peuvent s'adresser à qui, comment à l'UMAF. À l'UMAF, sur le site de l'UMAF, sur la page Facebook de l'UMAF. Cette mission était faite par des dentistes canadiens qui ont laissé, qui ont abandonné. Voilà. Mais nous, on n'abandonne pas. Nous, les Français, donc, on n'abandonne jamais. Des Arméniens du Canada qui avaient. Je sais pas si c'était des Arméniens, c'était des. Peut-être pas. Je sais pas. On sait qu'il y avait une mission canadienne qui venait faire ça, et comme ils ont abandonné, nous, on a décidé Nous, on a décidé de prendre le relais, et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, parce que quand vous allez voir la colonie de vacances Sora Rousiag, moi je conseille à tous ceux qui vont en Arménie cet été d'aller y passer une journée. Vous serez très bien reçus, et vous verrez les enfants, vous verrez comme l'éducation des enfants là-bas, et le travail qu'on fait, c'est énorme. Et il faut voir que les enfants qu'on voit là-bas, c'est les enfants des campagnes où vont nos bus.
D'accord. Où va le bus dentaire, donc ce sont un peu les mêmes. En fait, maintenant, ce sont les enfants déshérités. Avant, il y avait beaucoup d'orphelins. Maintenant, il y a les enfants qui n'ont pas les moyens de se payer des vacances. Et là, il y en a beaucoup dans cette région-là aussi, dans la région de Cumbrie aussi. Les parents papa qui est parti. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ces deux mois, il y a à peu près 800 enfants qui transitent. Et les enfants viennent, ils sont 200. Dans chaque session, tous les 15 jours. Voilà, tous les 15 jours, et ça change, et ça tourne, si vous voulez, pendant les 2 mois. D'accord. Donc là, c'est aussi une action humanitaire, médicale, qui rentre tout à fait dans votre cahier des charges. J'ai envie de dire à vous, humain. Voilà, ça, il y a une prévention. Oui. Il faut aussi une prévention. Et nous, à ce niveau-là, on intervient. On intervient en envoyant du personnel, en offrant les billets d'avion. Mais il y a beaucoup de. Oui. Mais là, on est encore plus dans l'humanitaire, comme on la connaît, c'est-à-dire les actions du début. On allait faire des missions ponctuelles, comme on fait encore dans certains pays aujourd'hui. C'est une action aussi au long cours, parce que l'action est au long cours parce qu'elle se perpétue chaque année. Oui. L'action est au long cours parce que il y avait un cabinet dentaire, on a pu en monter un deuxième qu'on a ils ont complètement équipé cette année. Donc c'est un cabinet qui va tourner de façon régulière. Sur le centre de Zagazol. Sur le centre de Zagazol, il y a 2 cabinets dentaires sur le centre de Zagazol. Oui, mais dans l'année, qu'est-ce qui devient ce centre? Dans l'année, c'est fermé. Par contre, parce qu'il y a des gens qui vont skier, alors oui, mais les gens qui vont skier, ils vont pas aller au dispensaire. Donc il est fermé pendant l'année. Il est fermé, c'est juste ouvert. Elle a 2 cabinets ou 2 ou 3 cabinets dentaires à Gumbri aussi, qui ont été faits cette année. Voilà. Nous, on permet de faire ça. Par exemple, un truc tout bête. Là, je suis un peu plus ému parce qu'on a perdu. Les gens savent qu'on a perdu un de nos anciens présidents, qui est le docteur Jacques Hervante. À la demande de la famille, elle avait décidé, pas de fleurs, pas de couronne. Et donc, les dons qui ont été faits le jour de son décès, tous ces dons vont aller à l'UMAF, mais pour les missions de Zalgazol, pour Sarah Roussiag. Donc, c'est dédié. C'était dédié pour l'orphelinat. Ça va nous permettre, avec ces dons, de payer du matériel, pas mal de choses. Pour le centre de Zalgazol, pas pour l'orphelinat de Gumbri. Pour le centre de Zalgazol. Donc, là où on travaille, nous. D'accord. Alors, on va sans doute revenir à cet aspect de vos actions, les soins dentaires, mais on va parler maintenant vision, on va parler des yeux, et je voudrais d'abord lancer un appel à nos auditeurs. Ils peuvent se joindre à nous, poser des questions en composant le 01 43 53 20 74 dès maintenant, s'ils souhaitent intervenir, apporter leur témoignage, poser des questions à nos invités, peut-être proposer leur service, qui sait. Donc n'hésitez pas, 01 43 53 20 74. Et puis on peut aussi retrouver toutes les informations dont vous nous parlez ce matin sur votre site, sur le site de l'UMAF, donc www.umaf.org.fr. Donc pour peut-être voir aussi certaines des images dont vous nous parliez, Georges Aboulian, tout à l'heure, les photos des enfants que vous suivez, ou sur la page Facebook peut-être. On n'a pas mis en ligne les photos des dents, parce que bon, c'est... Non, c'était au cas où. Mais c'est une idée, après tout, pourquoi pas. Alors donc voilà, pour se joindre à nous, 01 43 53 20 74. Alors on va mettre un peu de côté les dents pour passer aux yeux avec la poursuite de l'opération qui s'appelait Lunettes pour l'Arménie, qui se poursuit, qui, au-delà d'apporter des lunettes, vise évidemment à rendre la vue, j'ai envie de dire, enfin aider la population d'Arménie, et évidemment les enfants en priorité, à bien voir. Léon Artignan, c'est vous qui pilotez depuis son lancement cette opération. Voilà, donc c'est une opération qui a commencé en 2004 à Laverdy, qu'on a essayé et qu'on a réussi à reconduire pratiquement chaque année depuis cette date. C'est un projet qui à l'origine avait été orienté un petit peu toute population. Or, et puis très très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait s'orienter plutôt sur le dépistage et les enfants. Donc, sur ces 10 dernières années, on ne voit plus que les enfants, et on a organisé des sessions de dépistage. Comme pour les dents, le dépistage des troubles de la vue n'est pas parfaitement réalisé en Arménie. Et quand on sait que pratiquement chez les enfants, 4% des enfants vont faire des strabismes, qui dans la moitié des cas entraînent également des pertes de vision. C'est un travail qui est très important à mettre sur place.
Voilà, donc. Alors comment vous procédez, parce que alors avec le temps, si vous voulez, je me suis un petit peu appuyé sur les organisations arméniennes locales. Depuis 3-4 ans, je vais vous parler de l'année dernière, par exemple, on travaille avec Chaîne Arménie. Donc Chaîne Arménie, Chaîne France, on travaille avec Chaîne Arménie qui nous aide au niveau logistique. Alors, par exemple, nous allons en avril sur une région qu'on a choisie, donc après examen un peu des situations locales. L'année dernière, on était sur Sissian. Sissian, il y a et les 30 villages qui entourent Sissian, par exemple. On se sert un petit peu des organisations locales parce qu'elles connaissent bien les besoins et puis surtout elles connaissent les maires, elles nous font les listings des infirmières, elles nous font les listings des écoles, parce que pour le rendre efficace, ce dépistage, on le fait dans les écoles. Cette année, nous allons travailler à Akhoulian, par exemple, dans la région d'Akhoulian, qui est près de Gyumri, justement. Et donc là, je suis exactement dans cette phase préparatoire du projet où on voit un petit peu les villages où on va travailler, la population locale, le nombre d'enfants susceptibles d'être dépistés. Cette année, ça sera à peu près 7000. Le dépistage en lui-même se fait d'abord par les infirmières. Il y a une 30aine d'infirmières qu'il va falloir aller former. On va partir là bientôt avec le docteur Serge Simonian pour régler ce problème-là, enfin pour enseigner aux infirmières les techniques du dépistage. Voilà, les techniques du dépistage un petit peu de masse. Ensuite, elles nous feront des listes, et puis on créera au mois d'août, pour le mois d'août, date à laquelle nous allons travailler effectivement là-bas, un cabinet de consultation, un atelier, et tout ça sera fait durant l'année. Alors, le gros problème, c'est que pour partir de France, il nous faut donc une équipe d'opticiens et des ophtalmos. Le matériel, on l'a maintenant. Il y a les grandes sociétés dont Nidec nous prête en général tout le matériel dont on a besoin sur place. Et voilà, au niveau technique... Quand vous parlez de matériel, c'est quoi ? C'est pas les lunettes, c'est le matériel pour dépister les troubles de la vision. Voilà, alors les médecins, les ophtalmos, quand vous allez chez l'ophtalmo ici, il vous fait passer sur des machines qui sont l'autoréfractomètre. Il y a toute une technologie qui est très très sophistiquée. Et on imagine que c'est du matériel qui coûte très cher. C'est du matériel qui vaut très cher, 50, 60 000 euros. Mais vous avez réussi donc à obtenir des partenariats avec des sociétés, et vous emmenez également des lunettes dans vos bagages ? Alors, on a déjà des verres sur place, on amène des verres, on amène des montures. Je vais vous expliquer globalement comment ça se passe. Là-bas, un gamin qui a été dépisté au mois d'avril ou au mois de mai vient à la consultation. Il rencontre notre médecin. Nos ophtalmos viennent avec nous, ce sont des Français, d'origine arménienne ou non, mais ce sont des Français. Ils viennent avec nous, donc ils sont examinés, ils passent à l'autoréfractomètre. Ensuite, ils ont un examen comme vous auriez ici dans un cabinet parisien. Ensuite, ils ont une ordonnance avec la prescription des verres ou en cas de pathologie, la prescription du traitement de la pathologie. Et puis, on donne ces ordonnances. Ensuite, les mamans vont avec leurs enfants chez l'opticien, qui est lui aussi un membre de l'équipe, qui est parti de France. On aménage dans l'école dans laquelle on va travailler un atelier d'optique. Et puis, une fois que les verres sont prescrits, les montures choisies, on emmène tout ça à l'atelier qu'on monte nous-mêmes également. Alors là, on amène des meules avec scanner, enfin tout matériel technique assez sophistiqué, et on est capable de faire une paire de lunettes en 2 jours. 2 jours après, on rend les lunettes aux gosses. Mais sur place, vous disiez tout à l'heure, par exemple, que le bus dentaire a été totalement fabriqué en Arménie pour aussi faire travailler l'industrie locale. Sur place, il n'y a pas moyen de faire fabriquer tout de A à Z. Il faut emmener la matière première. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que voilà, le problème, c'est toujours encore un problème de coût. Nous, on est parti un petit peu comme ça. Le dépistage n'existe pratiquement pas. Il y a bien un examen qui est... Non, mais je parlais juste des lunettes elles-mêmes. Pour les lunettes. Pour la fabrication la fabrication des lunettes sur place. Vous ne pouvez pas trouver le matériel, les verres, les branches, et des artisans locaux qui peuvent travailler là-dessus. On peut tout trouver, mais les artisans locaux mettent 3 jours pour faire une paire de lunettes. Il n'y en a pas partout. En général, souvent, les lunettes sont faites à Yerevan. Ouais. C'est pour ça que nous, on a ciblé notre action sur les campagnes,
Bien sûr. Donc vous pouvez pas en fait aussi déléguer et puis faire profiter les commerçants locaux de votre intervention, quoi. Alors, ce serait trop long. C'est quelque chose, si vous voulez. Je vous explique un peu. Les missions qu'on fait nous l'été sont prises sur les vacances et sur les congés des opticiens et des intervenants. Et donc il faut qu'en 10 jours on ait fait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'en 10 jours, nous l'année dernière, on avait plus de 500 consultations. Et on a fabriqué 250 paires de lunettes. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une action qui est coup de poing un petit peu, mais les parents sont libres, si vous voulez, une fois que quand les enfants ont été sélectionnés, les parents sont libres d'aller voir les ophtalmos. Oui, bien sûr, de faire fabriquer les lunettes où ils le souhaitent. Oui. Alors, à propos de lunettes, est-ce que vous avez besoin de lunettes que les auditeurs pourraient retrouver dans leur tiroir? Parce que ça aussi, c'est des questions qu'on se pose. Surtout pas. D'abord, parce que c'est très compliqué à traiter. Deuxièmement, parce que sans parler des verres, juste la monture. Non, les montures. Alors, si c'est des montures neuves, on accepte toujours, mais on préfère quand même acheter les montures qui conviennent. On sait ce qui convient et on n'a pas de tri à faire ici. Donc ça, c'est sûr. Pour les verres, on les a achetés au fur et à mesure. Donc on a un stock sur place et on renouvelle au fur et à mesure aussi. Donc depuis le temps, on a ce qu'il faut. Non, on a surtout besoin, nous, d'opticiens, d'ophtalmos. Et puis, on a un budget qui tourne sur 15 000 € par an, à peu près. Et alors, pour quelles raisons les soins dont vous venez de nous parler, dépistage, ensuite fabrication des lunettes, des verres, etc., n'a pas donné lieu à un programme de formation comme vous l'avez fait pour les soins dentaires? Il n'y a pas moyen d'avoir sur place des ophtalmos, des opticiens qui pourraient faire des missions entre deux missions de l'UMA, enfin voilà, vous soutenir tout au long de l'année? Alors c'est très difficile parce que les opticiens sont à Yerevan, les ophtalmos sont à Yerevan. Oui. Et c'est encore plus compliqué d'avoir un ophtalmo dans les villages qu'un dentiste, c'est ça? On a essayé j'ai essayé d'avoir des étudiants. C'est déjà difficile ici en France. En France c'est difficile, donc en Arménie c'est très compliqué. Ouais. Donc vous avez répondu à la question, c'est juste. Voilà, en fait, globalement, nous, c'est la même chose, on sème un peu la graine parce que quand un enfant a 4 ans, par exemple, parce qu'on fait les enfants des maternelles également, a un début de pathologie de la vision, on prévient déjà les parents. Les parents en parlent autour d'eux, les parents sont très contents. Et très souvent sur place, il y a des gosses qui sont passés à travers le dépistage et qu'on nous amène. Et les parents disaient, mais moi je savais pas qu'il y avait telle ou telle action. Et donc on les reçoit aussi, bien entendu, on reçoit tout le monde, tous les enfants en tout cas. Mais les mères sont très demandeuses et elles sont contentes qu'on s'occupe de leurs enfants. Mais sur place, il n'y a pas de dépistage. C'est un petit peu comme pour le dentaire. Il n'y a pas de dépistage systématique. Alors, effectivement, si on compare avec la situation en France, on imagine que voir arriver un ophtalmologiste dans les villages en Arménie, c'est encore plus extraordinaire que de voir arriver le bus dentaire. Si je comprends bien. Mais tout à fait, oui. D'autant plus que les gens vont se faire traiter, plus préférence. Dans certains villages, il y a des ophtalmos. Mais les gens, localement, les connaissent au bout d'un certain temps, ils n'ont pas toujours confiance, puis ils veulent aller à Yerevan, où il y a les techniques modernes et tout ça. Et à côté de ça, il faut dire que les lunettes coûtent cher. Donc nous, on fait le dépistage, mais c'est un programme d'optique. Bien sûr. Une paire de lunettes est chère, ça revient à 15-20 € là-bas. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est très cher pour les gens. Oui, c'est-à-dire que c'est les mêmes problèmes qu'en France, rapportés au niveau de vie de la population d'Arménie, c'est encore plus difficile pour eux. Puis ce que dit Léon, c'est qu'il rend aussi la vue à beaucoup de personnes âgées, parce qu'on arrive, vous en parlez, Oui, parce que vous faites pas que du dépistage. Là, tout à l'heure, Georges Aboulian, vous disiez les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées et bien sûr les urgences. Donc on imagine que pour les yeux, c'est pareil. Vous faites les enfants, mais aussi les problèmes de cataracte, c'est ça, beaucoup? Oui, non, alors, là, sur les cataractes, on fait les dépistages. Oui. Et on travaille dans ces cas-là, quelquefois on n'opère pas, on envoie, mais on a des contacts avec une association américaine qui peut prendre en charge dans certains cas les cataractes. Alors comment vous rendez la vue? On rend pas la vue. On travaille en fait sur quelque chose qui est banal, sur les personnes âgées qui ont de la presbytie, c'est-à-dire qui se mettent à tendre les bras pour pouvoir lire. Les vieilles dames qui n'arrivent plus à passer leur fil dans le chat de l'aiguille, et elles viennent très souvent avec ça. Et nous, en fait, on distribue ensuite des lunettes de presbyte, des lunettes de vue. Je
peux vous dire que depuis le début, c'est au-delà du confort. Voilà. On n'imagine pas ce que ça peut être de plus pouvoir lire les gens au quotidien. Se prêtent les lunettes, quoi. Ils vont chercher les lunettes chez le voisin, ça paraît incroyable. Ils peuvent plus coudre, etc. Plus tricoter. Oui, c'est ça. Donc nous, on en a appareillé depuis qu'on travaille. Donc depuis le début d'émission, il y a pratiquement 15-16 000 personnes qu'on a appareillées en lunettes de presbyte. Bon, je vous donne des chiffres parce que on se rend pas compte, mais la même chose, les enfants, on en a vu à peu près 5000 depuis qu'on travaille. Voilà. Oui, c'est extraordinaire quand même de savoir qu'il y a donc ces milliers d'enfants qui ont été touchés par les différentes actions que vous menez. Alors, je répète que pour la vue, il faut que les gens soient revus, normalement au bout de 3 ans, 2-3 ans. Alors, on nous dit quel est le suivi. Alors, je leur dis, écoutez, nous, on peut faire ça. Maintenant, c'est à vous de faire attention. Tous les 3 ans au moins, ou tous les 2-3 ans, n'hésitez pas à les consulter. Voilà. Et les parents le font en général s'ils savent ce qu'ils doivent faire. Alors, là, évidemment, on a parlé de 5000 enfants, 2500, enfin, c'est des chiffres aussi qui peuvent paraître dérisoires, mais qui, à l'échelle de votre association, sont importants. Mais il faut surtout dire que vous intervenez dans une région, et il y a d'autres organisations, vous parliez des Américains tout à l'heure, des Canadiens. Fort heureusement, l'UMAF ne prétend pas être seul sur le terrain. Et chacun intervient, parce qu'on se dit, mais alors pourquoi vous n'êtes pas aussi là, on peut pas être partout, hein. Et heureusement qu'il y a d'autres organisations humanitaires de diaspora qui ont pris, un autre village, une autre région, et c'est tous ensemble que vous arrivez à soulager les populations, donc pour les dents, pour les yeux, médicales plus généralement, au centre de Spidac, puisque c'est de la médecine générale aussi. C'est de la médecine générale. Une consultation pédiatrique générale. Alors on fournit, Michel vous le direz également, à part ces 3 actions majeures, on a des demandes en permanence évidemment, et donc des demandes de matériel. Et comme on a accès à pas mal de matériel, on essaie dans la mesure du possible d'aider les cliniques. Oui, on a monté, ça c'est Michel Dervichian qui s'occupe, parce que Michel Dervichian est gastro-entérologue, donc depuis des années il récupère du matériel pour faire des endoscopies digestives. Donc on a équipé l'hôpital Michaelian à Yerevan complètement d'endoscopie digestive. On a équipé le nouvel hôpital de Stepanakert l'an dernier, et cette année on a aussi équipé, il y a un hôpital au nord de l'Arménie qui s'appelle Achotz. On a équipé complètement cet hôpital au niveau endoscopie. Il y a un centre aussi à l'hôpital républicain de Yerevan où on a équipé au niveau endoscopie, et on forme un jeune médecin qui maintenant est un des spécialistes de l'intervention au niveau endoscopique. On envoie aussi, on récupère du matériel. Moi l'an dernier j'ai récupéré un échographe qu'on a envoyé à l'hôpital d'Artachat. Un échographe, c'est quelque chose quand même qui vaut neuf entre 70 et 100 000 euros. Hein. Et l'hôpital de Vanadzol nous avait contacté il y a 2-3 ans aussi, il voulait un échocardiographe. Donc l'an dernier, on a récupéré un échocardiographe. Et on a envoyé l'échocardiographe, c'est pareil, hein. C'est un appareil qui vaut environ 100 000 euros neuf, qu'on a envoyé complètement restauré, qui marche bien, et qu'on a envoyé à l'hôpital de Vanadzol. Ça, c'est du matériel qui est devenu obsolète ici en France, remplacé par ce qu'il faut réparer. C'est pas qu'il est obsolète, mais les radiologues, les cardiologues, au bout d'un certain temps, changent leur matériel. Ils le changent au bout de 5 à 10 ans. En moyenne, vers 7 ans, ils changent le matériel. Une fois qu'ils l'ont amorti, ils changent le matériel pour avoir un matériel un peu plus neuf. Mais il est tout à fait opérationnel. Mais alors, ce matériel-là, normalement, il est repris par les gens qui leur vendent de nouveaux matériels, il est racheté, ou alors il est envoyé et au lieu de le faire racheter par ces sociétés, ils préfèrent nous l'offrir. Donc, parce qu'on a des amis, ils nous l'offrent, et nous on l'envoie en Arménie. Nous on assure le transport en container, parce que les transports en container, ça coûte très, très cher. Donc on assure ça, on envoie du matériel. On n'envoie que du matériel dont on est sûr que le matériel marche. On a été vérifié, j'étais à Artachat l'an dernier voir si le matériel marchait, donc le matériel marchait très bien. On a reçu un petit mot de Vanadzol du directeur de l'hôpital qui nous a dit qu'il l'avait installé, que ça marchait très très bien. Ça faisait 2 ans qu'il voulait un échocardiographe. Voilà, on fait tout ça. Là, la dernière action au niveau du matériel, il y a une 20aine d'années, on avait installé à l'Institut Michaelian à Yerevan tout un centre, une centrale d'oxygène, et puis malheureusement ce genre de matériel vieilli. Donc cette année, Dr Simonian est parti et on va refaire complètement la centrale d'oxygène avec un budget qui est entre 7 à 10 000 euros aussi.
Alors vous parliez du docteur Dervichian, qui est gastro-entérologue. Alors la question qui me vient à l'esprit, c'est la maladie qui concerne principalement les Arméniens, la maladie dite orientale, la fièvre méditerranéenne familiale. Où en sommes-nous sur cette question de santé publique en Arménie, étant donné que, on l'a déjà dit sur cette antenne à plusieurs reprises, le traitement de cette maladie, c'est la colchicine, et qu'en Arménie, elle est vendue assez cher, que certains se plaignent que ce ne soit pas la bonne molécule, que ce soit des médicaments qui passent sous le manteau, qui sont trafiqués, alors qu'ici, c'est un médicament qui vaut 3 fois rien. Alors, où vous en êtes sur cette ce problème? Le grand problème avec l'Arménie, c'est au niveau médicaments. Vous savez que depuis, avant d'amener des médicaments en quantité industrielle, on avait des accords avec certains laboratoires. On avait vraiment la colchicine, on en avait autant. C'est impossible depuis des années. Il y a des lois en France qui font que on n'a plus le droit, nous médecins, à avoir des échantillons médicaux. Donc il n'y a plus du tout de médicaments distribués. Donc les médicaments, c'est impossible d'amener des médicaments en Arménie, comme ça Donc effectivement, c'est des médicaments qui sont achetés sur place. Les gens ont toujours l'impression que c'est pas toujours les mêmes médicaments, que le médicament français venant de France est meilleur. Et est-ce que les études que vous avez pu... On peut importer, on peut amener des médicaments en Arménie, mais il faut passer par les douanes. Il faut passer par les douanes. Oui. Mais ça, justement, alors ça pourrait être faisable. Est-ce que dans un autre volet, on pourrait envisager de créer un laboratoire qui fabriquerait que de la colchicine? Est-ce qu'il y a suffisamment de malades pour qu'un laboratoire puisse vivre? Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de malades. L'Arménie, c'est un petit pays, même si la fièvre, la maladie périodique est nombreuse en Arménie, mais c'est quand même un pays de 3 millions d'habitants. Je ne sais pas combien il y a de patients en Arménie qui ont la FMF. C'est pas énorme, donc un laboratoire ne s'installerait jamais en Arménie pour faire juste que de la colchicine. Surtout que c'est un médicament qui n'est pas très cher. Et alors l'exportation, ça coûterait trop cher? Ça peut pas être une action initiée par la diaspora? Je parle pas que de l'UMAF en plus. C'est faisable ou pas? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est compliqué parce que pour travailler avec les institutions d'Arménie, c'est pas évident. Il y a quand même un monopole au niveau de la distribution des médicaments en Arménie. Donc là, on n'est plus du tout dans la même porte d'entrée que l'humanitaire. C'est une question politique et pas du tout humanitaire. Oui, il faudrait que quelqu'un soit motivé et fasse une étude déjà statistique sur place, et puis de ce qui se fait, c'est un autre projet. Bon. C'est tout à fait un autre projet. On ne pouvait pas faire l'économie de cette question dès l'instant où on parle gastro-entérologie, Arménie, on associe les deux, on pense mal. C'est très compliqué. Alors, je voudrais quand même qu'on ajoute quelque chose. En Arménie, à Yerevan, quand on a de l'argent, on peut se faire soigner pratiquement comme à Paris. Donc il y a beaucoup de médecins qui sont très compétents, des chirurgiens dentistes très compétents. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Pour parler des médicaments, par exemple, quand j'étais au mois de mai en Arménie, juste après les événements du Khalabar, je suis allé voir, on a un pharmacien avec qui on travaille, on a été voir un petit peu ce qu'on pouvait apporter aux soldats du Khalabar. Donc avec ce pharmacien, on a été en contact avec le front de l'Al-Sar, il m'a dit, ils n'ont pas de trousse d'urgence. S'il y a un blessé, quelque chose, il n'y a pas de trousse d'urgence. Donc on a débloqué avec l'UMAF des trousses d'urgence qu'on a fait sur place. Il a trouvé les trousses, on a fait un choix de médicaments. Il avait il voulait mettre des médicaments qui, à mon avis, n'avaient aucune utilité, donc on a fait un tri avec lui. Mais on a trouvé tous les médicaments pour pouvoir envoyer sur. Ouais. On a tout trouvé. La seule chose que j'ai refusé d'envoyer, c'est des pansements qui étaient faits en Turquie. On les a fait faire en Arménie. Voilà. Mais on trouve vraiment tout sur place. On trouve vraiment avec de l'argent. Nous, on a payé tout ça. On trouve vraiment tout sur place. Pas toujours avec. Il faut voir un petit peu les traitements d'où ils viennent, mais beaucoup de médicaments viennent d'Allemagne et mais il faut de l'argent. C'est comme tout, il faut de l'argent. Alors vous parlez de l'armée, c'est intéressant, ça me permet d'ouvrir une parenthèse un petit peu dans ce que vous pourriez faire, dans les projets éventuels, parce qu'on imagine que le dépistage c'est bien pour les enfants, que au sein de l'armée là aussi il y a des concentrations de jeunes hommes qui sont peut-être passés au travers des dépistages de base. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'une association comme l'UMAF peut intervenir au sein de l'armée? En 2008, on avait été sollicité justement pour réorganiser les dispensaires au sein des casernes. Oui. Et à l'époque, avec Week-end Sarkissian, on a fait le tour de plusieurs casernes. Les dispensaires sont dans des états dramatiques et dans des conscrits également.
Ça n'a pas été possible de travailler comme on aurait voulu le faire. On a à Erevan, à l'hôpital militaire d'Erevan, on a installé 2 cabinets dentaires et on était en relation avec un dentiste médecin militaire. Un médecin militaire. Mais bon, on n'a pas pu mener, si vous voulez, à bien tous les. C'est très difficile de travailler avec l'armée. C'est quand même particulier. Donc en fait, la réponse est oui. Vous pouvez intervenir, mais c'est compliqué. Ils sont d'accord pour qu'on leur fournisse du matériel. Vous l'avez même déjà fait. Mais c'est l'armée, et donc ils veulent pas qu'on intervienne dans les décisions à quelque niveau que ce soit. Au mois d'octobre, ça veut dire qu'on peut fournir juste fournir du matériel, mais pas contribuer à améliorer la santé des soldats. On n'a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle sur ce qui se passe avec notre matériel. Moi, j'avais demandé en octobre 2015 à être reçu au ministère de la Défense, donc j'étais allé avec le docteur Frédéric Madoukian, qui est dentiste, on avait été reçu, et donc on avait vu ce qu'on pouvait faire, pour les militaires. Alors on devait normalement avoir une mission, on devait partir sur le front, voir un petit peu ce qui se passe. Entre-temps, il y a eu la guerre, donc ça a bloqué un petit peu les choses. Entre-temps, bon, vous savez que le ministère a changé, donc on n'a plus trop de contacts. Mais c'était une grande idée, qui est difficile à mettre en place parce qu'il faut vraiment beaucoup de personnes qui aillent, et puis il faut avoir des gens qui n'ont pas peur d'aller sur le front. C'est pas évident non plus d'envoyer des gens de France sur le front. S'il arrive la moindre chose, à l'UMAF, on est plus ou moins responsable. Mais on travaille quand même, on a quand même fait des choses pour les soldats, des choses qui n'ont pas été faites en Arménie. Et par exemple, là, on a fait opérer un soldat qui juste une semaine avant sa libération a pris des éclats de grenade au niveau de la tête, au niveau des yeux. On a, grâce à l'UMAF et à l'action d'un de mes amis qui est avocat en Arménie, on a pu recueillir des dons pour le faire venir en France. On a fait plusieurs interventions en France. On a fait des interventions aussi à Moscou. Toutes ces interventions, toute cette prise en charge, vous voyez, n'a pas été prise par le ministère de la Défense et l'armée en Arménie. D'accord, donc c'est vraiment une action humanitaire. Voilà, c'est une action humanitaire. Par l'intermédiaire, les gens avaient fait un appel aux dons, ils avaient eu très peu de dons, mais en mettant le nom de l'UMAF, on a eu des dons un peu plus importants qui ont permis de faire ces interventions et qui ont permis à ce jeune soldat. Il n'a pas récupéré complètement la vue, loin de là, mais ça lui permet quand même de vivre alors qu'il avait vraiment de gros problèmes. Mais on imagine que vous êtes sollicité régulièrement pour ce type d'intervention, on est sollicité très très régulièrement. Parce que des soldats blessés, malheureusement, il y en a quotidiennement, pratiquement. On est sollicité régulièrement, pas seulement pour les soldats, on est sollicité pratiquement tous les jours sur le site de l'UBAF, sur notre email, on reçoit des appels, et on peut pas, malheureusement, les gens ils pensent qu'on peut tout faire, et c'est toute une question de finances. Et effectivement, et puis il y a une grande demande pour venir se faire opérer en France, alors que pour avoir fait le tour des hôpitaux cet été, il y a plein d'endroits en Arménie, on peut se faire opérer de façon remarquable et de soigner de façon remarquable. Pas au même coût. Le coût est le plus élevé en venant en France. Ah oui, c'est une idée reçue qu'en France c'est gratuit. La France c'est gratuit. Le coût est beaucoup plus élevé quand on vient se faire opérer en France. Les gens qui ont les moyens d'Arménie qui viennent se faire opérer en France, ça leur coûte très cher. Donc ils peuvent se faire opérer à Yerevan. Ils peuvent se faire opérer à Yerevan, mais il y a l'aura de la France. Alors justement, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont se faire traiter en Arménie. Parce que c'est moins cher. Oui, à l'envers. Voilà. Et à l'envers, il y a plein de gens qui vont se faire des prothèses en Arménie. Un petit point, est-ce que je reviens sur les militaires. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est au niveau du bus. On prend également, justement, connaissant l'état de la denture, on soigne également les conscrits avant qu'ils ne partent. Même s'ils sont un petit peu plus âgés que les enfants, parce qu'on sait qu'au niveau des casernes, ce sera pas... C'est indispensable qu'ils partent avec... Voilà, donc ils peuvent aussi venir dans le bus se faire soigner. Alors, on va parler, pour la dernière partie de cette émission, de vos projets qui sont sans doute liés à ce qu'on vient déjà de présenter, mais est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que vous avez des dates à nous donner, des rendez-vous à nous donner? Alors, qu'est-ce qui continue déjà? On continue. Pour l'instant, le bus dentaire, les lunettes pour l'Arménie, le dispensaire continue. On avait d'autres petits projets, mais les projets sont quand même très difficiles avec l'Arménie. Pas tellement qu'on n'ait pas envie de faire certains projets. Malheureusement, il manque le nerf de la guerre.
Chaque fois que je vais en Arménie et que j'ai des projets, j'ai vu un projet il y a 2-3 ans pour faire de la procréation médicale assistée, et quand on m'a donné le projet, c'était un projet de 500 000 €. Donc on n'a pas les moyens de faire ce genre de choses. Il y a un deuxième projet qui m'a été présenté cet été, moi qui m'intéressait énormément, qui était une aide aux enfants diabétiques. Il y a beaucoup d'enfants diabétiques insulino-dépendants en Arménie. On a visité un hôpital. On m'a donné un petit pense-bête pour regarder ce qu'on pouvait faire. Là, on était parti sur une aide qui était surtout donner du matériel pour faire les dépistages. On m'a donné un budget qui était pareil de entre 400 et 500 000 €. Donc c'est des budgets qui sont malheureusement pour l'UMAF, ce sont des budgets qu'on peut pas avoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'UMAF, elle tourne pas avec énormément de budget. Notre budget principal, c'est apporté par les dons. C'est apporté par nos dons, et les dons, on les a pratiquement une fois par an. On a, nous, à l'UMAF, entre 150 et 200 adhérents. Ce ne sont pas les adhésions qui permettent d'avoir le budget. Le budget, on l'a une fois par an quand on organise notre dîner de gala. Notre dîner de gala, on l'a cette année le 11 mars. On l'a décalé un petit peu parce qu'il y avait les vacances scolaires. Donc le dîner, c'est le 11 mars, qu'on fait à l'hôtel Westin, qui est un endroit de prestige, mais qui permet d'apporter 350 personnes. Et lors de ce dîner, nous avons des dons qui nous permettent d'avoir le budget à peu près pour l'année. Parce qu'on a un budget de fonctionnement qui tourne entre 80 et 100 000 € par an, ce qui n'est pas énorme. Hein. On n'a aucune aide extérieure, donc on tourne qu'avec... Donc là-dedans, il y a les salaires dont vous parliez tout à l'heure, l'équipement du bus, le matériel, les lunettes, tout ça, les billets d'avion pour partir. Voilà, nos différents voyages, dont beaucoup... sont pris en charge par les participants eux-mêmes, j'imagine. Les participants, on est tous des volontaires. Hein, on imagine bien que le budget doit être supérieur à ce que vous annoncez là dans la collecte, parce que le coût que ça représente, ces allers-retours, etc., doit sans doute dépasser ce budget. Oui, donc on imagine qu'il y a aussi du bénévolat, du don. Vous savez, il y a du don de soi et du don d'argent. Voilà, du don de soi, du don d'argent. On met beaucoup de la part des intervenants eux-mêmes. On met beaucoup de nous, hein, on met beaucoup de nous, mais bon, c'est normal. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis des années, et voilà. Donc ça nous permet ce gars-là nous permet de recueillir des dons pour pouvoir travailler. Bon, l'UMAF, c'est aussi, on parle beaucoup d'Arménie, mais l'UMAF, c'est aussi autre chose. Parce que l'UMAF, à l'origine, c'était pas aussi pour l'Arménie, c'était aussi pour de la formation et puis des rencontres au niveau des médecins en France. Parce que il faut aussi que... Alors, on ajoute que c'est pas uniquement les médecins, hein. Il y a les médecins, dentistes, les oui, quand je dis les médecins, toutes les professions médicales et paramédicales. Et paramédicales. Je suis désolé, je suis médecin, excuse-moi. Voilà. Toutes les professions médicales et paramédicales, ça permet de nous retrouver, ça permet de travailler, ça permet, grâce à ces réunions, de faire plein de choses, et aussi de trouver aussi des volontaires pour partir faire nos missions. Donc l'UMAF, elle a une réunion mensuelle tous les 3e ou 4e vendredis quand il y a des vacances, où on reçoit depuis, moi je vais parler pour moi, depuis 3 ans, on a reçu quand même beaucoup de grands patrons parisiens, hein, beaucoup de professeurs avec des sujets très importants. On essaye de faire une alternance entre des sujets médicaux et des sujets communautaires. Et c'est pour ça, le 24 février, nous recevons Élise Bogossian, qui s'occupe de l'association Élise Care, qui revenait d'Alep. Bon, Élise, que je connais bien, je l'ai appelée quand elle est rentrée d'Alep, et je dis, ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Donc Élise va venir nous présenter ses projets le 24 février. On va participer, je ne sais pas encore dans quelle norme on va participer avec elle à son projet sur Alep, où elle a l'intention d'amener un bus à Alep. On a parlé de restauration d'un dispensaire arménien sur Alep. On verra ça. On va voir plus tard. Nous, on va l'aider, mais bon, on va surtout donner un petit... Donc déjà à noter, donc ce rendez-vous le 24 février, mais qui est réservé à vos membres. Voilà. C'est pas ouvert au public. Non. Si, c'est ouvert au public. Rien n'est réservé à nos membres. Rien n'est réservé à nos membres. L'UMAF, c'est quelque chose de très ouvert. D'accord. Donc ceux qui souhaitent venir assister à cette conférence, voilà, ils réservent. On fait ça au Yance comme d'habitude. Ils réservent parce on est limité par le nombre de places chaque fois. Mais vous savez, on va parler du gala. Le gala, s'il était réservé qu'aux membres, il n'est pas réservé qu'aux membres. Il est réservé le dîner de gala, il est réservé aux membres et aux amis des membres et aux gens qui sont intéressés, qui sont sensibles à ce que fait l'UMAF depuis des années. Donc, ceci mis à part, c'est une belle soirée quand même. Je vais faire un peu de pub, puisque quand même il faut dire ce qu'il y a.
C'est une soirée de gala, c'est une soirée de bienfaisance, mais en général, on a toujours plaisir à y aller, à se retrouver et à discuter de nos projets ou d'autres choses, voilà. Mais moi, je voulais ajouter une dernière petite chose, c'est que on a besoin des praticiens, qui soient. Donc moi, puisque je suis sur le projet des lunettes, c'est les opticiens et les ophtalmos, donc appel aux bonnes volontés. Si vous avez dans votre entourage qui soit d'origine arménienne ou non, ça n'a aucune importance, puisqu'on se débrouille toujours sur place. Eh ben vous me le signalez. Vous nous le signalez sur le site de l'UMAF. Pour les dentistes, c'est la même chose. C'est pas un même dentiste peut pas partir à chaque année. Donc si on veut que nos projets continuent, on est obligé d'avoir les hommes. Et je dirais même que c'est plus important que d'avoir de l'argent. Voilà, c'était mon appel. Des étudiants ou des retraités. Pour rejoindre l'appel, on est tous, comme dans toutes les associations arméniennes, on a tendance un peu à vieillir. Et moi, je fais un appel aux jeunes étudiants. Aux jeunes étudiants parce que quand j'étais jeune étudiant, qu'on m'a appelé pour venir travailler à l'UMAF, moi, ça m'a changé ma vie. Et voilà, j'ai connu l'Arménie, les premières fois, les premières choses. Voilà, je le dis, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Il faudrait que ces jeunes qui maintenant, ils sont un peu dispersés parce qu'il y a un système d'internat maintenant qui est un peu particulier, où c'est un internat national, où les jeunes, quand ils finissent leurs études de médecine, partent à Lyon, à Marseille, ils restent pas sur Paris, donc on les voit pratiquement plus. Il faudrait qu'ils reviennent, il faudrait qu'ils viennent travailler avec nous, ils verraient ce que c'est de travailler avec nous, et on les amène avec vraiment avec joie, on les amènerait travailler avec nous en Arménie, avec Léon. Tous ceux qui sont partis avec Léon faire les lunettes pour l'Arménie, ils sont tous chaque fois revenus enchantés et différents. Moi je les vois chaque fois, quand ils reviennent, ils sont différents. Ceux qu'on a amenés à Zalgadzol sont différents. L'expérience de l'humanitaire, de toute façon, apporte énormément quand on reçoit les associations de jeunes qui nous racontent l'été, quand ils s'en vont pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois pour certains, ils reviennent avec une vision de la vie totalement différente. Donc on imagine que quand on est soi-même dans le domaine médical ou paramédical et qu'on fait vraiment quelque chose de concret sur place, ça doit être un changement pour soi et c'est d'un apport très très important. Et Léon, il peut vous en parler un peu mieux, juste pour dire une petite anecdote. Léon amène une de mes amies, une de ses amies qui est ophtalmo, qui est française. Elle ne parle que de ça. Elle revient, elle ne parle que de ce qu'elle a fait en Arménie. Elle laisse son mari, elle laisse tout, son cabinet, et elle vient travailler pendant 1 semaine avec Léon. Et bon, je l'ai vu il y a encore 1 semaine. Elle pense qu'à ça, quand est-ce que je retourne en Arménie. Le docteur Diraison. Oui. Docteur Diraison, qui est Diraison. Oui, mais il y en a quelques-uns, ils ont changé, ils ont mis des ions à la fin. Eh bien, messieurs, merci. On va souhaiter bonne continuation à l'Union médicale arménienne de France, l'UMAF Paris, que vous avez représenté ce matin. Les projets, on y reviendra évidemment au fur et à mesure. On annoncera sur notre antenne les différentes avancées dans ce que vous aurez réalisé, que ce soit en Arménie ou ailleurs. Alors, docteur Artignan, docteur Chahignan, docteur Aboulian, un grand merci et bon vent donc pour la suite de vos actions en Arménie. Pour commencer, et peut-être ailleurs, vous évoquiez la Syrie tout à l'heure, on y reviendra et on renote sur nos agendas. 24 février, la rencontre avec le docteur Bogossian, Elis Kerr, que beaucoup connaissent, qui a donc mené cette action avec son dispensaire dans les camps de réfugiés en Irak, et qui aujourd'hui lance un programme identique à Alep. Et le 11 mars, pour votre grand dîner de gala. Messieurs, merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.